3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est à nos côtés, le responsable des solutions multi-actives de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Joachim Jean nous accompagne, le directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Martin est également avec nous ce soir, trésorier au sein de la direction administrative et financière de CIBTP France. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Bon, je ne résiste pas, messieurs, Laurent, commencez par vous, à vous laisser commenter quand même cette nouvelle séquence trumpienne de marché, donc le chaud et le froid, ou le froid et le chaud, je ne sais pas dans quel sens il faut regarder les choses. D'un point de vue de marché, encore quand même une journée de secousse majeure, à commencer par les marchés obligataires. Alors, Trump n'était peut-être pas le seul acteur qui a fait bouger les marchés obligataires mardi, on pourra parler du Japon, mais en tout cas, il y a une concomitance de phénomènes qui bousculent encore beaucoup les marchés. Quand on pensait que Trump 2026 allait être peut-être plus recentré sur ces sujets intérieurs, domestiques, dans la perspective des élections de mi-mandat, avec la radicalité tarifaire ou à l'extérieur des États-Unis, est peut-être un peu passé ou derrière nous. Oui. Alors, dans sa rhétorique, le Groenland devrait être un problème de sécurité, est un problème de sécurité intérieure. Il est vrai. Donc, je crois que c'est un record, puisque jusqu'à présent, il y avait à peu près 15 jours entre une annonce et le moment où l'annonce était annulée. Ouais. Donc là, on est sur 3 jours. C'est assez étonnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il fait marche arrière après une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, qui a absolument, enfin, à ma connaissance, aucun mandat pour négocier avec Trump sur l'intégrité territoriale du Groenland. Bon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on a lu aujourd'hui un peu sur Bloomberg, c'est que certains de ses proches conseillers lui ont dit qu'il fallait écarter l'option militaire à tout prix. On va pas se mettre en guerre avec ses alliés dans l'OTAN, et qu'à partir de là, il a ouvert la porte pour une négociation, et la négociation va s'ouvrir. À suivre jusqu'au prochain épisode. Il finira par obtenir quand même ce qu'il veut. Il finira par dire qu'il a obtenu ce qu'il veut. Ouais. Soit une présence. Il y a une base américaine au Groenland. Il y a eu beaucoup plus de soldats au Groenland américain qu'aujourd'hui. Il peut renforcer tout à fait ses effectifs. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de modifier le traité de 51 pour renforcer ses effectifs militaires, etc. Bon, après, la question que j'aurais envie de lui poser, j'ai en face de moi, c'est comment, en construisant un dôme au Groenland, vous empêchez une attaque nucléaire à partir de sous-marins nucléaires russes ou chinois. Bon, c'est autre chose. Mais voilà, quand on écoute son discours d'hier, il a une rhétorique. On n'a pas l'impression qu'il ait tout analysé, et tout mis en place, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Ça reste brouillon, ça reste un peu sans queue ni tête. Il est capable, dans la même phrase, de parler du Groenland, du Venezuela et après de Powell. Il relie beaucoup de points qui parfois n'ont rien à voir. Qui n'ont pas grand-chose à voir. Les marchés, je trouve, sont extrêmement et de plus en plus calmes par rapport aux annonces de Trump. Ouais. C'est une bonne chose ou c'est une complaisance dont il faut se méfier? Alors là, c'est l'avenir nous le dira, mais c'est une complaisance qui, à mon avis, dont il faut se méfier. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments, mais on en parlera certainement après, aujourd'hui, dans les marchés, un peu d'incertitude, que le marché est très complaisant dans son ensemble, que le niveau de risque, le niveau de levier est relativement important dans tous les marchés obligataires. On a vu au DNCA la semaine dernière, les leviers actions dans les hedge funds sont extrêmement élevés. Et d'avoir cette résilience par rapport à tout ce qui peut se passer, le jour où ça se passe pas comme les marchés pensent que ça devrait se passer, à ce moment-là, oui, ça peut déclencher des choses un petit peu plus complexes sur les marchés obligataires, sur les marchés actions. Je pense qu'il y a une petite zone de danger là. Ouais.
Alors j'aime bien parce qu'on a tous le TACO en tête, évidemment, TACO Trade. Alors hommage à ce journaliste du Financial Times, je crois qu'il a revendiqué encore sur Twitter son acronyme hier qui caractérise cette mécanique un peu tactique de Trump. Je mets la barre très haute et puis effectivement je retire une partie de la menace dans la foulée. Il y a un autre acronyme qui est mis en avant par un économiste américain qui s'appelle Ethan Harris, que j'aime beaucoup, qui est alors ou actuel ou ancien chef économiste US de Bank of America Merrill Lynch. Il parle de Tata. Trump always tries again. C'est-à-dire que lui, il dit le TACO, attention. En fait, Trump revient toujours à la charge sur les sujets qui l'obsèdent. Le Groenland, il en parle depuis son premier mandat. La Fed, on voit bien que l'histoire est pas finie. Et même si la pression peut retomber à certains moments, on sent bien qu'il est toujours prêt à revenir à la charge, à la moindre faiblesse ou à la moindre faille, j'allais dire, dans le système ou au sein de l'institution. Donc il y a quand même toujours ce côté, Trump revient en remettre une couche. La question étant, comment on gère ça ? Quand on gère des stratégies multi-actives, tous les marchés sont concernés par ces épisodes trumpiens. Comment on gère ça un an après le retour de Trump à la Maison-Blanche, Zacharia ? Alors, vous faites très bien de souligner le fait que finalement, en fait, depuis l'élection de Trump, c'est devenu une variable exogène qu'on ne peut plus ignorer en fait dans une allocation d'actifs. Je m'explique, c'est que en gros, en fait, avec son Liberation Day, il y a eu des impacts, on va dire spot, tout de suite sur les marchés, comme d'ailleurs pendant le Greenland. Et il y a des impacts, on va dire, structurels à plus long terme. Les impacts spot, on se rend compte qu'aujourd'hui, comme il revient toujours, comme il y a une posture de négociation et qu'on espère toujours qu'au final, il va atterrir du moment qu'il a une porte de sortie, c'est ça, en récupérant quelque chose. Parce que finalement, en fait, peut-être que c'est ce qu'il cherchait aujourd'hui au Groenland. Du moment qu'il a ce point de chute, finalement, l'impact sur la croissance, il est minime. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, dans les marchés, c'est que globalement, en fait, on s'attend à ce que la croissance, soit elle surprend à la hausse. Là, on attend les chiffres pour le 4e trimestre aux États-Unis, certes boosté par la balance commerciale, mais autour de 5,3-5,4%, ou un ralentissement, mais qui converge vers la croissance long terme. Donc finalement, en fait, c'est plus un sujet de croissance. On a un sujet exogène, on a une variable exogène qu'on peut appeler la variable Trump, qui va avoir un impact à un moment donné sur le sentiment des investisseurs. Probablement, comme le soulignait Laurent, exacerbé par des positions très leveragées, ce qui fait que finalement, il y a des positions de liquidation, il y a des accélérations en fait, de mouvements de marché à un moment donné. Donc finalement, on voit cette volatilité qui explose comme ça. Oui, ouais. qui monte très rapidement et après qui redescend très rapidement. Ouais. Donc, il y a ce facteur-là. Mais finalement, il y a d'un point de vue de l'allocation d'actifs, c'est plutôt les impacts à long terme, le sujet. Et là, le trend qu'on voit, c'est que le sujet, c'est valeur refuge. Jusqu'à présent, jusqu'à Trump, la valeur refuge, c'est le dollar, c'est les obligations d'État US. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ouais. Pensez au yen, ce n'est plus le cas. Peut-être qu'on en reparle. Donc, en fait, on se déporte vers l'or, on se déporte vers une diversification par rapport aux actifs américains. Et là, c'est plutôt une tendance structurelle qui est en train de s'installer. Les banques centrales, notamment les banques centrales des pays émergents, sont en train de diversifier leurs réserves de change en allant acheter plus d'or et moins de dollars. On voit qu'il y a eu certaines annonces anecdotiques. Il y a eu le fonds de pension danois. Ah ouais, bien sûr. Il y a le fonds de l'Ontario ouais. Des profs. Ouais. Donc on voit quelques petites annonces anecdotiques, mais en fait, le plus important, c'est que dans l'allocation long terme des allocataires, on commence à se dire, en fait, le poids des États-Unis est peut-être allé un poil trop loin, et donc on devrait se diversifier par rapport à cette variable exogène, parce qu'au final, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de la personne la plus puissante de l'administration actuelle. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce risque-là. Et là, c'est là où la diversification prend tout son sens, et là où ça a un impact à long terme sur l'allocation d'actifs. Mais désolé, je me retourne vers vous, Laurent, puis je vous passe la parole, Joachim, puisque vous êtes notre investisseur institutionnel. Non, mais si, de voir des asset owners, des fonds de pension danois ou de l'Ontario ou autre, je crois que le danois, la position du fonds de pension des enseignants au Danemark en trésorerie est insignifiante. 100 millions. Voilà, je crois que c'était le chiffre que j'ai vu aussi, donc c'est même microscopique. Oui. Mais de voir des acteurs institutionnels de long terme, conservateurs, commencer à se désensibiliser à ces marchés,
c'est quand même, j'imagine, un signal fort. C'est insignifiant sur le plan financier, mais c'est des signaux forts. Oui, c'est un signal fort. Ce qui était très intéressant, c'est le commentaire qui a annoncé. Alors, c'est pas pour des raisons géopolitiques. Non. C'est parce ils ont dit, de toute façon, les États-Unis ne sont plus un très bon crédit. C'est ça. Oui. Et ça, c'est... L'argument repose sur la qualité de la signature américaine. De la signature. Ça explique, et je pense que c'est un mouvement, donc les banques centrales, mais aussi les grands investisseurs internationaux. Demain, peut-être les grands investisseurs japonais, qui recommencent à trouver des rendements domestiques intéressants. Après, ce sont des mouvements qui prennent énormément de temps. Ouais. Si vous êtes un gros investisseur, vous avez 1000 milliards de treasuries, vous dites on veut descendre à 500 milliards. Si vous commencez à les vendre, vous allez vendre les 10 premiers milliards, mais les 490 autres, vous allez les vendre beaucoup, beaucoup moins cher. Donc ça, donc c'est au fur et à mesure des tombées qui ne sont pas renouvelées ou pas renouvelées complètement. C'est un changement structurel de la demande pour les obligations américaines et notamment les obligations de long terme. Oui, ça j'y crois. Il y a une partie d'acheteurs qui étaient un peu forcés, qui ne sont plus acheteurs aujourd'hui de cette partie. Ça j'y crois assez. Et aujourd'hui, parce qu'on retrouve des alternatives qu'on n'avait peut-être pas depuis 10 ans. C'est-à-dire le Japon, voilà, avec le change, l'Europe. Et l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Fournisseur officiel d'obligations, désormais. L'Allemagne. L'Union européenne. L'Union européenne emprunte pour financer le plan Next Gen et peut-être demain. Et la somme de ces marchés permet de compenser quand même l'abandon en partie de ces pays émergents en dette locale, en devise locale, qui commence aussi à être relativement intéressant. Et ça permet de compenser, vous avez 30 000 milliards de dollars de dette fédérale américaine, si les investisseurs, je fais un grosse maille, si les investisseurs veulent diminuer leur exposition de 10 points, ça fait 3 000 milliards, oui, il y a de quoi... Il y a d'autres marchés pour investir ces 3 000 milliards. Sur les obligations d'entreprise également. Bien sûr. Américaines, mais pas forcément que américaines. Mais américaine aussi, vous pouvez très bien rester investi en dollars en achetant des entreprises américaines. Vous pouvez acheter du Apple. Et on trouve là les caractéristiques d'un actif refuge ou sans risque en termes de volatilité, en termes de... dans la construction d'un portefeuille institutionnel, on retrouve les mêmes caractéristiques du côté d'entreprise plutôt que du côté des États. Tout à fait. Voilà. Donc oui, il peut y avoir des changements un peu structurels dans les années qui viennent et corollaire faiblesse du dollar. C'est ça. Qui pourrait c'est plus le mouvement du couteau qui tombe de 10% comme on l'a vu là sur les 6 premiers mois de 2025, mais c'est quelque chose, c'est une mécanique beaucoup plus lente, mais profonde et longue. Je crois à ça, oui. Bon, Joachim. Je vais pas passer la parole. Parlons du Japon. Allons sur le Japon. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit parce que je pense qu'il y a un vrai sujet auprès des grands instituts japonais. Vous revenez du Japon, je le dis, toujours ces retours de terrain. Là, vous êtes au Japon pendant 2 semaines, il y a quelques semaines. Tout à fait. Mais c'est intéressant de penser à ces acteurs-là qui sont des grands détenteurs en fait de dette américaine, qui ont aujourd'hui sur leur marché domestique des taux à 40 ans proches de 4%, dans une stratégie de buy and hold qui peuvent faire du sens. Alors je suis totalement d'accord, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est un premier signal qui peut être assez évocateur de ce sentiment et de ce shift qui pourrait se faire avec des rapatriements de flux des États-Unis vers le marché domestique japonais. En intégrant la couverture du change, je crois que les investisseurs japonais sont bien moins incités à aller acheter de l'OAT ou du T-bonds américain que leurs propres obligations aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense que c'est un élément qui a ressurgi mardi, parce que c'est vrai qu'on a pointé du doigt la politique de Takaichi et également un peu sa politique qui n'est pas forcément financée. Mais il y a cet élément-là aussi, je pense, qui est venu apporter un signal au marché, attention à la dette américaine, à ces détenteurs-là qui peuvent éventuellement, alors c'est vrai sur le long terme, commencer à réduire leur exposition dans des allocations et plus revenir sur des actifs domestiques. On a quand même l'impression que sur du 20, 30, 40 ans japonais, puisque ça existe, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'acheteurs très agressifs encore aujourd'hui. Mais là aussi, c'est fou parce que je trouve les mouvements qu'on a vus cette semaine. Je trouve qu'il n'y a pas eu le contexte qui a été mis
Ok. en place sur ce qui s'est passé mardi. Il faut voir que ces échéances-là, 30 ans, 40 ans, c'est un marché qui a été fermé pendant des années, qui était totalement contrôlé par la BOJ, qui commence à se réouvrir, ça commence à redevenir un vrai marché avec de la volatilité. Il y a très peu de liquidités encore. À titre d'exemple, sur la séance de mardi, écoutez bien, sur le 10 ans, on a eu 41 milliards de dollars échangés, le 10 ans japonais. Sur le 30 ans et le 40 ans, on a eu 280 millions de dollars. Okay. Donc, il n'y a pas de marché. Automatiquement, si on a un peu plus d'acheteurs, de vendeurs que d'acheteurs, ça on décale est tout de suite. Exactement. Alors après, qu'on a vu, c'est 30 points de base sur du 30 ans. Oui, exact. Alors c'est vrai que pour le Japon, c'est exceptionnel. Oui. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas d'échange. Voilà, il n'y avait pas d'échange. Il faut savoir que les échanges, historiquement, étaient très peu faits par des étrangers. Aujourd'hui, c'est 60% à peu près des étrangers qui sont sur ces échanges-là. Donc, il y a un peu plus, parfois, d'agressivité, de court-termisme. Donc, automatiquement, on a des tensions plus fortes à court terme. Mais je n'écarte pas ce scénario éventuellement qui est évoqué, même si ce n'est pas le scénario principal, de scénario un peu à la Liz Truss au Japon. Même si moi, je reste tout à fait confiant sur les actions japonaises. On voit que Madame Takaichi nous a dit il y a un mois assez fièrement qu'elle arriverait à atteindre un excédent sur l'année. Excédent primaire. Voilà, excédent primaire. Je crois qu'elle le rate de peu. De peu, mais après, un mois après, le déficit primaire n'a jamais été aussi faible. On a une sortie avec des mesures qui sont annoncées sans forcément à côté du financement. Donc, je pense que c'est logique de se poser la question de sa durée de vie à la tête du gouvernement japonais, même si je pense que ça risque de bien se passer pour elle, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'élément central négatif au Japon, c'est l'inflation importée, le pouvoir d'achat, et que sa mesure principale qui a été annoncée mardi, c'est la baisse de la TVA sur les produits alimentaires pendant 2 ans. Donc elle nous fait pas, alors c'était en l'occurrence, oui, il y a le risque Truss, mais c'était Theresa May. Elle nous fait pas une Theresa May avec les élections du 8 février. Theresa May, forte d'une popularité incroyable, à un moment de son histoire dans les sondages britanniques, déclenche des élections qu'elle perd glorieusement, si je puis dire. Malheureusement, sur ce que vous dites, on est proche de cette histoire-là. D'accord, ok. Mais je pense qu'on a une stabilité différente politique au Japon qui devrait voir, on verra, les élections seront le 8 février. Le but, c'est d'obtenir la majorité pour le parti au pouvoir pour ensuite avoir plus de main libre dans ces mesures. Jusqu'où, alors faisons tourner la parole, mais Zakaria, jusqu'où ce trade japonais peut-il se développer ? Donc, pontification de la courbe, je rappelle, c'est la courbe la plus pentue des économies avancées aujourd'hui, le Japon. Un one-way trade sur le yen qui n'arrête pas de baisser quasiment à 160 $ yen. Et dans le même temps, effectivement, le Nikkei qui se porte bien, les banques, etc. Mais jusqu'où on peut développer ce Takaichi Trade ? Alors, est-ce que c'est soutenable ? Alors, il y a le court terme et le plus moyen terme. Le très court terme, l'histoire des élections, donc c'est pour le 9 février. Et ce qu'il faut voir, c'est que la Première ministre, elle est très populaire. Son parti, beaucoup moins. Elle, c'est 70% de popularité. Le PLD, c'est 35%. Quoi. Voilà. Donc, cette histoire, elle n'est pas gagnée. Et donc... mais en même temps, c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'elle n'a rien annoncé en termes de financement. Financer une dépense, ça veut dire annoncer une mauvaise nouvelle quelque part. Et donc, potentiellement, perdre des électeurs. Oui. Donc, si on a une information sur le financement, ça viendra probablement après le 9, comme ce qu'on a vu dans plein d'autres pays. On va pas faire le tour. On va se compter, quoi. Voilà. Ils vont se compter le 9, et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais structurellement, à plus long terme, ce qu'on est en train de vivre, vraiment, c'est une transformation structurelle du Japon. Pendant très longtemps, on a vécu avec un déficit énorme, enfin une dette sur PIB qui est très très élevée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la courbe des taux est complètement anesthésiée, complètement administrée par la Banque du Japon, qui a écrit le plus gros chèque de l'histoire en fixant le taux 10 ans. Donc on pouvait très bien avoir cette vision-là. Maintenant, en fait, on est en train de changer de monde, où on passe sur une politique fiscale qui se veut plus agressive, et donc, en fait, se pose la question de son financement. Mais en fait, ce qu'on a en même temps, c'est on a un potentiel de croissance qui est plus élevé. Donc, ça veut dire des rentrées fiscales plus élevées. On a une inflation, on a une politique qui est plutôt inflationniste. Et on le voit, en fait, sur le train de récent, l'inflation au Japon est finalement, en fait, plus élevée. Peut-être qu'on sort de ce... Oui. Voilà. Mais du coup, ça vient aussi alléger un peu structurellement la charge de la dette. Bien sûr.
Et en contrepartie, ce qui se passe sur le côté monétaire, c'est cette Banque de Japon qui sort de ce système-là en normalisant sa politique. Et donc, ce qu'on va attendre de la Banque du Japon, c'est plutôt avoir des contre-mesures, donc plutôt restrictives, qui viendraient plutôt monter les taux courts, et pour contrebalancer l'effet inflationniste. Donc en fait, on revient quelque part sur un fonctionnement d'une économie plus orthodoxe ou plus normale. J'entends. C'est compliqué, et c'est pour ça qu'on voit ces mouvements-là, l'amplitude, la volatilité, parce que, en fait, moi je suis un investisseur obligataire, non, je ne vais pas acheter du 40 ans japonais. Oui, il y a une belle prime de terme, mais je ne sais pas ce que j'achète, je ne sais pas quelle situation fiscale j'achète demain. Ça, c'est le premier sujet. Et se pose aussi la question que la Banque du Japon, malheureusement, elle a beaucoup perdu en crédibilité. À plusieurs reprises, oui, on va normaliser. Il n'y a rien qui est normalisé. Et ça peut, quelque part, expliquer ce côté, ce mouvement sur la devise. Takaichi va plus vite sur l'agressivité budgétaire que la BOJ, qui est plus conservatrice, et voilà, elle sait, elle est consciente en fait de l'enjeu, et du coup il y a une sorte de latence dans la fonction de réaction. Joachim, vos commentaires, et puis vous restez constructif sur les actions japonaises. Exactement. Donc le dernier change, ça reste encore un bon marché de 2026. Exactement. Le dernier élément que je peux apporter à la thèse un peu action japonaise suite au retour un peu d'expérience sur le terrain, la rencontre avec les entreprises, il y a un vrai changement dans le management japonais, dans l'allocation du capital. C'est clair, c'est évident. Les sociétés japonaises ont accumulé énormément de cash, on le répète, pendant des années, et aujourd'hui, elles sont prêtes à faire ce qui est nécessaire pour investir dans la croissance, pour faire du retour aux actionnaires. Et ça, aujourd'hui, à mon sens, lorsqu'on investit sur les actions japonaises, c'est l'élément principal de la thèse sur les actions japonaises. Au-delà des deux thématiques aussi qui émergent, qui sont l'IA, on en reparlera peut-être après, et également le secteur financier qui profite de la normalisation monétaire japonaise, mais l'efficience dans l'allocation du capital et encore pour longtemps une thèse importante. C'est-à-dire que quand on regarde le ROE au Japon par rapport aux autres grandes économies développées, on est largement en retard, et il y a tout qui est mis en place pour rattraper ça. On en a discuté avec vous, mais il y a maintenant une paire d'années, Joachim. C'était quoi l'opérateur boursier japonais là, qui faisait le tour des entreprises en leur disant il faut des ROE à ce niveau-là, il faut une meilleure allocation du capital, etc. Enfin, il y a eu un push institutionnel pour faire bouger les entreprises. Exactement, 3-4 ans, et puis ça s'accélère d'année en année. Et en plus de ça, ce qui nous aide, c'est l'activisme qui vient un peu forcer les choses. Donc il y a tout pour moi, à mon sens, qui est aligné au niveau microéconomique pour que ça fonctionne bien au Japon. Bon, sur l'histoire japonaise, cette idée de la reflation japonaise, vous y croyez un peu, beaucoup, Laurent, et encore une fois, sur les différentes facettes du Takaichi Trade, est-ce qu'il y a un potentiel de déstabilisation aussi à un moment pour les marchés globaux? Un yen qui ne fait que baisser, une volatilité toujours très forte sur ces marchés obligataires japonais, avec, on le sait quand même, des positions, là aussi, qui se sont empilées pendant des années quand même. Il y a un potentiel de déstabilisation très fort. Moi, il y a quelque chose que, à mon avis, le marché se trompe dans son analyse. Alors, peut-être pas jusqu'aux élections, mais après les élections, je pense que tout ça est positif pour le yen. C'est ça. Pas négatif pour le yen. Vous ne seriez pas short yen aujourd'hui? Ah non. Non. Si je devais prendre un pari, ce serait plutôt un long yen. On voit les taux japonais monter et la devise baisser. C'est un schéma, en tout cas dans les économies développées, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Surtout si on a une reflation et une Banque du Japon qui commence à normaliser sa politique monétaire. L'ingrédient qui manque, c'est la Banque du Japon. Probablement. Avec un écart de taux entre les États-Unis et le Japon qui se réduit. Alors, j'ai pas regardé très récemment, je crois que j'ai regardé l'année dernière le GPIF, donc le grand fonds de pension retraite japonais, a 55% de ses actifs qui sont placés à l'étranger. Ouais. Et dans ces 55%, alors ce qui est assez intéressant, parce que ils publient l'intégralité de leur portefeuille obligataire, par exemple. Ils publient l'intégralité de leur position. Vous pouvez y aller, sont transparents. Vous pouvez le télécharger sur Excel. Là, c'est très intéressant. Mais 55%, c'est un fonds qui fait 1200, 1300 milliards de dollars. Ouais. Donc,
Et il suffit de pas grand-chose, finalement. C'est pas... il suffit un pouillème de ces 55% qui reviendrait sur des actifs en Japon, en yens, donc 10%, ça vous fait tout de suite 50-60 milliards, et avec un impact direct sur la devise. Ouais. Et donc un renforcement du yen. Donc c'est la partie du trade qu'aujourd'hui je ne comprends pas, à part l'incertitude par rapport aux élections. Ouais. Mais vraiment de la politique fiscale, mais voilà, le risque de renversement de la tendance sur le yen, Joachim, comment vous l'évaluez, sachant que le yen se retourne. Je me suis planté pendant plusieurs mois là-dessus, donc j'ai toujours eu ce scénario-là depuis un an et demi, et la vérité fait dire l'inverse. Quand ça se retourne, le yen, c'est pas 1 ou 2 pips, quoi. C'est vite plusieurs figures. Widowmaker. Ouais, c'est ça. C'est ça, le faiseur de veuve. C'est vrai que, alors, on a eu cet écart en août 2024 où, avec les débouclements de carry trade, ça a été violent. Mais c'est vrai qu'on continue de voir beaucoup d'investisseurs et stratégistes mettre en avant ce côté parfois structurel plutôt faible du yen par rapport à l'économie japonaise. Mais bon, on voit que ça évolue, donc sans doute ça pourra inverser la tendance, puisque aujourd'hui tout est aligné quasiment, mis à part certains éléments monétaires, pour que le yen s'apprécie un peu plus quand même. Bon. Tour de table un peu sur la stratégie de marché pour démarrer cette année 2026 avec les éléments qu'on a pu décrire. On a beaucoup parlé de géopolitique, le sujet japonais bien sûr. Il y a le thème de l'IA qui reste bien sûr l'éléphant dans la pièce, avec la question de savoir comment se positionner par rapport à ce thème qui s'élargit au-delà des seuls hyperscalers et fournisseurs de pelles et de pioches. Mais la question plus globale, comment on se positionne et comment on gère des stratégies multi-actifs, Zachary, dans des marchés où tout est relativement cher aujourd'hui, sur le crédit, sur les actions. Alors, tout est relativement cher, oui, mais en fait, pour beaucoup de segments de marché, on trouve que c'est justifié. C'est justifié soit par des potentiels de croissance qui sont plus élevés, soit par des earnings justement qui augmentent. Et on imagine que ça pourrait être mieux encore. Non, je pense que le potentiel de hausse est peut-être plus faible. Je pense par exemple au marché du crédit. On a une qualité de crédit qui est meilleure, on a peu de crainte sur la croissance. Et on a de la marge d'assouplissement monétaire si besoin. Donc, ces éléments-là font dire, bon, alors, pour des logiques de rendement, si c'est intéressant d'y aller. On ne va pas avoir une compression de spread, même si on a vu des choses qui... Parfois, le marché... Défie l'entendement, parfois. Voilà, où le marché est très, très généreux. Ouais. Mais là, on voit aussi, il y a ce déséquilibre entre l'offre et la demande. En fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont, on appelle cash riches, quoi. Il y a beaucoup de liquidités dans le système, et au fait, il y a beaucoup de liquidités en face de peu d'émissions, ce qui fait que sur le marché primaire du crédit, ça se passe très très bien. Sur l'allocation action, ce qui est intéressant, ce que je soulignais tout à l'heure, c'est plutôt cette tendance long terme de dédollarisation. Et donc, en fait, un intérêt d'aller diversifier sur les marchés émergents. Vous parlez de la tech. La tech, aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le monopole des États-Unis. Il y a la Chine dans la course à l'excellence, si je peux appeler ça, ou à gagner la pole position. Donc, et à l'adoption aussi. C'est-à-dire que peut-être que c'est la prochaine étape aussi du thème IA. Quelles sont les entreprises qui adoptent l'IA avec succès, j'entends. J'ai l'impression que l'adoption, la profondeur de l'adoption, la vitesse d'adoption est beaucoup plus rapide en Chine que dans d'autres pays. Oui, mais en fait, la Chine, c'est particulier parce qu'il y a une dynamique de croissance intérieure qui n'est pas bonne aujourd'hui. On ne parle pas du sujet de l'immobilier qui dure depuis des années. Peut-être qu'ils se décideront un jour à le régler. Mais en gros, en fait, on voit que la croissance, les moteurs de la croissance interne, que ça soit la consommation ou l'investissement, c'est plutôt faiblard. Le gros sujet, c'est le sujet de la tech. Il y a le commerce extérieur qui dope la croissance, mais je ne sais pas si on peut dire artificiellement dope la croissance, mais en tout cas, il n'y a que la partie commerce extérieur qui fonctionne. Donc, on n'a pas envie d'être exposé partout en Chine, mais plutôt sur ce segment-là. Après, il y a des économies émergentes, Amérique latine, qui vont très bien, sur lesquels les taux d'intérêt sont très élevés. Ils ont fait très bien leur devoir. Donc, il y a une situation qui est plutôt saine. Il y a toujours l'élément politique. Oui. Des élections au Brésil qui arrivent. Oui. Donc, il y a toujours des facteurs de risque. Donc, il faut doser par rapport à cela. Mais, quelque part, en fait, ce n'est pas la même image partout. Et du coup, c'est plus une question d'allocation géographique ou sectorielle
que vraiment de jauge de risque au global. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de sujet sur la croissance, donc on a envie d'être plutôt, on est plutôt long sur les actifs risqués, mais la jauge n'est pas à 10 sur 10 compte tenu des valorisations sur plusieurs segments de marché. Ouais, je comprends. Parlons aussi des actions émergentes, en l'occurrence, Joachim. Ça me désole qu'on n'évoque pas les actions européennes, quand même, mais bon, on va passer à l'aise. C'est pour rentrer dans le temps. Mais c'est pas J'ai une heure d'émission tous les jours, et je vous assure qu'on en parle. On en parle aussi. Mais quand on peut parler d'autre chose, parce que quand vous posez la question de l'IA pas cher, vous voulez de l'IA pas cher, il fallait être en Corée ou à Taïwan, qui sont des marchés qui ont extrêmement bien progressé, puisqu'en fait, on a des vrais rôles majeurs dans l'IA et on se paye pas cher, même après 75% de croissance en Corée sur le marché coréen. Et même quand on voit aujourd'hui TSMC, après le parcours incroyable qu'a connu TSMC, on est sur des valorisations qui sont tout à fait raisonnables. Après, sur la Chine, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Zakaria. Aujourd'hui, la Chine a une volonté exceptionnelle de développer son industrie technologique et de rattraper les États-Unis, voire de les dépasser sur certaines sous-industries, comme la robotique. Sur l'IA, les semi-conducteurs, on voit qu'il y a des percées technologiques incroyables en Chine, et le but de la Chine, c'est à la fois de développer ça en interne, mais de l'exporter aussi dans les pays du Sud pour avoir une souveraineté chinoise qui s'étend aussi en Asie du Sud-Est, au LATAM, en Afrique. Donc, à mon sens, c'est la bonne stratégie aujourd'hui. Et après, on a le reste de l'Asie, donc l'ASEAN, l'Inde, qui sont des marchés très intéressants en source de diversification, qui sont très loin du tumulte international au niveau géopolitique, qui ont des économies très tournées sur la demande domestique et qui sont plutôt dans une phase porteuse avec un dollar faible et une Fed plutôt qui est aujourd'hui avec des taux plutôt vers le bas. Donc pour moi, à mon sens, la zone asiatique est aujourd'hui et encore pour 2026 une zone très intéressante. Et c'est une zone qui est encore, alors c'est toujours difficile à estimer, mais qui est encore, selon vous, sous-pondérée stratégiquement Totalement. Par les grands investisseurs, allocataires, ceux qui font les flux, j'ai envie de dire. Ouais, Totalement. Ce qu'on voit sur la Chine, on parlait de marché ininvestissable il y a encore même pas 1 an et demi, 2 ans, donc autant dire que le niveau de pessimisme a atteint un niveau, on est loin quasiment de revenir au neutre. Et puis là, on commence à revoir des flux aussi vers les émergents asiatiques depuis 2 mois à peu près, revenir sur la zone. Bien sûr. Je suis complètement aligné sur le discours. Il y a peut-être une petite différence sur l'Inde, où on est plutôt très sous-pondéré. Compte tenu en fait, il y a eu un chemin, les actions indiennes étaient très chères mi-2024. Moins on investissait en Chine, plus on investissait en Inde. Voilà, ça a été ça. Il y a le sujet de la devise qui baisse très fortement. Il y a le sujet l'Inde, je vous rappelle, c'est le pays où avec le taux de barrière de Monsieur Trump qui est le plus élevé. Il y a la dépendance par rapport au pétrole russe. Il y a beaucoup de facteurs structurels et il y a finalement cette déception. En fait, on a toujours pensé que l'Inde, c'est le substitut de la Chine. Et en fait, il y a quand même une déception par rapport à ça, avec plusieurs secteurs économiques qui vont être fortement disruptés par l'IA. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui nous font aujourd'hui être beaucoup plus prudents, spécifiquement sur l'Inde. Bon. Laurent, stratégie, vue d'allocation là pour 2026, comment on essaye de construire un portefeuille équilibré, résilient pour traverser et tirer les opportunités du marché. 2026 et au-delà, parce que on investit, bien sûr, en 10 ans, 20 ans. Construit un portefeuille. Non. Non, la date de péremption sera passée. Non, aujourd'hui. Je suis d'accord avec Zakaria, le crédit reste intéressant dans une optique de rendement, parce qu'on a aussi des taux souverains. Alors moi, j'ai investi plus en zone euro, là, massivement en zone euro, parce qu'on a des taux souverains qui restent intéressants. On a un 2 ans allemand qui est à 2,20. La pente 2 ans, 5 ans ne me semble pas extrêmement intéressante. On a aujourd'hui 30 points de base. Pourquoi elle ne me semble pas très intéressante ? C'est parce que je pense que cette année, quittons notre prisme négatif français et tournons-nous vers l'Europe. On devrait avoir plutôt des bonnes surprises sur la croissance européenne. D'accord. On a un chômage en Europe qui est tombé à 6,3. On a des salaires qui devraient recommencer à ne plus baisser, voire réaccélérer.
aussi en rattrapage des pertes de pouvoir d'achat qu'on a eues. C'est l'air réel positif. Et je n'exclus pas que d'ici la fin de l'année, on commence à évoquer de possibles hausses de taux de la BCE fin 2026, début 2027. D'accord. Donc méfiance sur cette partie 2 ans 5 ans, vous dites. Donc 2 ans, portefeuille, cœur, crédit, 2 ans. Ouais. Je garde de la liquidité pour pouvoir rallonger si effectivement on commence à entendre des possibles hausses de taux, ce qui va pontifier la courbe, tout simplement, assez vite. Sur les actions, j'ai une poche action aujourd'hui, c'est à peu près 5% de mon portefeuille, c'est pas énorme. C'est même plutôt minime. Plutôt des stratégies stock picking qu'indice. Small cap, je pense small mid cap dans ces marchés-là qui sont un peu en transition. Un début d'année très fort pour les small caps. Bah oui, malheureusement. J'ai pas eu le temps, le temps de me retourner. Alors heureusement, parce que c'est pour ça. On est content que ce segment se réveille. Tout à fait. Et donc oui, parce que pour terminer sur le crédit, effectivement, donc je vais maintenir aujourd'hui une sensibilité crédit et taux sur mon portefeuille obligataire à peu près à 2,5. Ce qui, moitié, ou on va dire 2 tiers high yield, 1 tiers investment grade, va nous donner du 4 de portage à peu près. Donc, en termes de rendement, couple rendement-risque, c'est intéressant. Une poche diversifiée, performance absolue, que j'ai quelques petites pépites dans le portefeuille. Et la semaine dernière, j'ai renforcé en assurance, sur une petite assurance, un très bon fonds inflation. Qui joue sur les points morts d'inflation, 2 tiers aux États-Unis, 1 tiers en Europe, parce que dans ce cadre-là où on pourrait avoir des bonnes nouvelles sur la croissance en Europe, aussi aux États-Unis, parce que Trump va faire des chèques pour gagner les élections, une réaccélération. Pour les perdre un peu moins que les autres, peut-être, on verra. Je comprends. Avec un taux de chômage qui est à 4,3, plus de création d'emplois, mais le chômage qu'il faut couvrir. Le risque d'une inflation qui redéborderait un peu au-delà de ce qu'on imagine. Oui, je pense. C'est une assurance pas très chère. Parce que effectivement, comme c'est couvert du taux fixe, si ça marche pas, ça fera 0, moins 1, moins 2%. Si ça marche bien, ça peut effectivement couvrir une partie. Alors, ça couvre pas tout le portefeuille. On peut pas prendre on peut pas mettre des montants très très importants là-dessus. Mais voilà, ça me semble être un petit risque pour 2026 que on ait un rebond. Alors. La bonne nouvelle, le rebond de la croissance. Oui, mais corollaire, un petit rebond de l'inflation de la croissance, donc et des marchés qui recommencent à anticiper non pas des baisses de taux, mais plutôt des hausses de taux et des courbes qui se pontifient. On a déjà commencé. Enfin, cette conversation est déjà ouverte dans les marchés, et notamment du point de vue de la Banque centrale européenne, mais d'autres, l'Australie, je crois. Enfin voilà. L'Australie sera peut-être la bonne candidate pour un prochain mouvement à la hausse. Deux petites hausses. Déjà pressé, anticipé. Voilà, tout à fait. Avec des taux de chômage. Vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé de l'Europe, il nous reste 30 secondes alors. Non, européenne. Si, mais je veux bien un mot. Le cas d'investissement des actions européennes. Il est assez consensuel aujourd'hui. Quand on voit, c'est tout ce qui est lié aux valeurs de défense, à l'énergie. Il y a un petit peu d'attente, on sent qu'il revient sur le luxe, même si on est très dépendant de la consommation chinoise qui peine à voir le jour. Je pense qu'en ce début d'année, on est sur quelque chose qui continue par rapport à ce qu'on a vu en 2025 en termes de thème. Bon, et on verra, le luxe LVMH publie la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, donc donnera le coup d'envoi. On a eu Burberry qui était pas mal. Ouais. Et on suivra donc LVMH et le retour des banques centrales la semaine prochaine aussi avec la Fed. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Joachim Jean, Mansartis, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Laurent Martin, CI BTP France.